Donc, dans le cycle d'intervenants que l'on a eu pour nos assemblées générales de territoire, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-François Berthoumieux, qui est à nos côtés et que je demande de monter sur scène. Jean-François est un expert sur la modification du climat, du temps, du brouillard, de l'agglomération de la pluie, de la grêle, du gel. C'est un expert en gestion d'irrigation à base de sondes capacitives. Il dirige depuis 1985 l'ACMG, l'Association climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest. Donc c'est quelqu'un du coin qui connaît très bien la climatologie de notre territoire. Il est président du cluster eau et climat qui a été créé en 2014. Et donc il va nous parler de ce qui nous attend demain et des problématiques ou des enjeux qui nous attendent. Merci Jean-François d'être parmi nous. Adiciat a tutis. Sum nascut a costat de Castannau à Revel. Je suis né donc à Revel il y a 68 ans, dans une ferme d'éleveurs de veaux sous la mer. Mon père m'a toujours dit ne reste pas à la ferme. On avait 20 hectares, 23 vaches. Et le pauvre est mort quand j'avais 16 ans. Donc j'ai été forcé d'être agriculteur avant d'être complètement étudiant, quelques années après. J'étais comme vous à Toulouse, mais je ne travaillais pas pour Artéris ou pour la cale. Je travaillais pour M. Font qui avait des arbres fruitiers à Auvezine. Et comme je savais reculer une remorque, j'étais très utile. Donc j'ai fait des études en mécanique des fluides, en habitat. Je voulais travailler sur l'énergie solaire. J'ai fait un doctorat avec M. Calvé à l'ONERACERT sur le mur trombe, comment on peut chauffer une maison avec du soleil. Et en même temps, j'aimais beaucoup voler parce qu'à Revel, il y a un terrain, il y a un aérodrome. J'allais garder les vaches sur l'aérodrome et on m'a aidé à apprendre à piloter. À 17 ans, je pilotais un avion tout seul, un Stamp. Et c'est l'aéronautique qui m'a sorti de la ferme, je crois. C'est ça qui m'a donné envie. Je voulais être pilote de ligne. J'ai eu le concours de l'ENAC à la deuxième fois, mais en fait, j'ai continué le travail de recherche que j'aimais faire. Et je me suis retrouvé à Agen, dans un avion pour lutter contre la grêle. Parce que j'avais vu mon père pleurer une fois, revenir. Toute la vigne avait été grêlée, le blé aussi. Et donc, je me suis dit, peut-être que je pourrais travailler dans ce domaine. Il y a des gens qui affirment qu'on peut lutter contre la grêle. Et donc, j'allais les week-ends travailler dans les orages du Lot-et-Garonne en avion pour tenter de limiter ce risque. Et puis là, j'ai rencontré un Canadien, Guy Goyer, qui était le conseiller scientifique, qui travaillait à l'Alberta Research Council. Je ne savais pas le prononcer à l'époque. Et qui m'a proposé d'aller faire un postdoc au Canada, où j'ai été en Alberta et Edmonton. Mais 2 hivers, c'était trop. Il faisait vraiment froid. Par contre, là-bas, j'ai appris qu'il y avait des collègues dans la pièce à côté qui travaillaient sur les conséquences du réchauffement climatique sur la production de blé en Alberta. Quéjaco, mes profs m'avaient dit que c'était les taches solaires. Là, on me dit, c'est l'énergie fossile qui va être responsable du réchauffement climatique. Je rentre en France pour chercher du travail au CNRS, ailleurs, à Météo France ou à l'INRA, en leur disant, je veux travailler là-dessus, sur l'énergie fossile et sur le réchauffement climatique. Tout le monde a éclaté de rire, a ricané. On me dit, on veut bien te prendre, mais tu travailleras que sur ce qu'on te dira. J'ai failli repartir au Canada. Ma femme médecin ne pouvait pas utiliser son diplôme là-bas. Les Agenais m'ont fait l'appel du pied en disant si vous voulez venir ou si tu veux venir technicien irrigation, tu es le bienvenu. Eh bien, comme je n'aime pas les embouteillages de Toulouse et de Bordeaux, je suis allé vivre à Agen. Et j'y suis à 68 ans, après m'être remarié, après avoir eu des filles qui ont 20 ans et 17 ans, qui m'obligent peut-être à continuer à travailler aussi. Alors j'ai vu que vous aviez limité à 64 ans. Heureusement, je suis dans une association où ce n'est pas limité, et où si je reste en bonne santé, je vais continuer à travailler. Et donc, dans cette association, je vais essayer de voir comment ça marche, c'est l'association climatologique de la Moyenne-Garonne. Elle a été constituée en 1959 par des arboriculteurs pour lutter contre le gel à l'époque, puis contre la grêle.
j'ai travaillé, je vous l'ai dit, sur la grêle. J'ai démontré que ce qu'on m'avait appris ne marchait pas. L'iodure d'argent n'a aucune conséquence sur la grêle. Les canons paragrêle, ça ne sert à rien, ça fait du bruit, ça gêne les voisins et ça donne bonne conscience peut-être parce qu'on a investi quelque chose. C'est les filets paragrêle qui sont la seule solution aujourd'hui, avec peut-être les sels hygroscopiques sur lesquels j'ai travaillé en Afrique du Sud, au Canada et dans d'autres pays du monde entier. Oui, au fait, l'occitan, ça aide pour apprendre les langues. Aider vos enfants à apprendre plusieurs langues, les patois savez, parce que j'ai appris l'anglais, un peu d'allemand, le portugais, l'espagnol, l'italien, le catalan, je le comprends, et l'arabe, j'y suis pas arrivé. La CMG, c'est une structure aujourd'hui qui a créé une entreprise. En 2003, on a créé Agrali Services pour vendre des services sur le pilotage de l'irrigation, parce que j'avais moins de subventions de l'État. Et donc, plutôt que de mettre les gens à la porte, on a créé une entreprise qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'association. Et j'avoue que dans le pays où je suis né, on a très peu vendu de sondes, alors qu'on en a vendu 5 000, 6 000, beaucoup en Corse, beaucoup en Bretagne. Et c'est quelque chose que je me pose toujours la question, pourquoi ? Peut-être parce que l'eau coûte moins cher au pied du barrage des Camazes. Et donc, il y a peut-être quelque chose là d'intéressant. On n'est pas devenu un centre de recherche du CNRS ou autre, mais on est devenu un centre de transfert technologique sur les questions d'eau et de climat pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et on est dans un bâtiment qui est en bois, comme au Canada, avec une structure en béton, avec des bureaux côté nord pour ne pas avoir du soleil qui rentre dedans. Et côté sud, on a des capteurs solaires qui nous produisent 30% d'énergie, mais on va passer sans doute à 60% ou 70%. Sur ce que nous le faisons. Pourquoi j'ai été à la CMG ? Parce qu'ils avaient un réseau d'observateurs qui mesurent la pluie, la température tous les jours par des observateurs. Aujourd'hui, c'est des stations automatiques. Et donc, j'ai pu voir ce que m'avaient dit les Canadiens. J'ai pu vérifier au milieu des années 80 qu'on avait donc une augmentation des températures que je vais vous montrer. En France, le climat a été très peu financé. L'adaptation au changement climatique, très peu financée. J'avoue que depuis 15 ans, je n'ai plus rien demandé à l'Agence de l'eau qui va dans le sens contraire de ce que je vais essayer de vous présenter. Par contre, l'Europe nous a beaucoup aidés. Et en ce moment, on travaille sur 3 projets. Un qui s'appelle Risk Aquasoil et qui donc réfléchit à ce qui est le risque de l'eau sur les sols et de l'érosion. Et on fait des cartes, je vous montrerai quelques cartes sur ce travail-là. On travaille également sur un projet qui s'appelle Triple C, capitalisation sur le changement climatique. Et normalement, aujourd'hui, j'étais avec des Portugais pour travailler sur cette problématique. Et Leïla a su me convaincre de venir ici avec vous. Ça a été facile, hein, j'avouerai. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est un Espagnol qui me remplace. L'idée, c'est qu'il existe plein de solutions d'adaptation, mais on ne les connaît pas. Et on pense qu'à une époque, on disait il ne faut pas s'adapter, le climat il va redevenir froid, le Gulf Stream va se refroidir, c'est des conneries, tout ça. Non, il faut vraiment s'adapter et il faut trouver des solutions. Et puis le 3e projet, c'est Climalert, qui est financé par Interreg Sudoué. Et Climalert, c'est on s'est fait payer par l'Europe une plateforme d'alerte des risques climatiques. Si vous devez mettre en place des outils d'aide pour vos administrateurs, sachez que cette plateforme, dans quelques semaines, va être disponible et qu'elle a été payée à hauteur de 150 000 € par l'Europe. Donc, vous pourrez en profiter. L'Europe, pour moi, c'est important parce que ça permet d'avoir des idées, des choses, des gens qui pensent différents de nous. L'Espagne et le Portugal, pour moi, c'est le lieu où ils ont déjà le climat qu'on va avoir dans 10 ans ou 20 ans. Donc, voir avec eux comment ils se débrouillent, c'est important. Certes, l'Espagne a eu un dictateur, Franco, qu'on appelait la rana, la grenouille, tellement il était persuadé qu'il fallait stocker davantage d'eau dans des barrages.
Et puis, je voulais surtout discuter avec des Anglais, les gens d'Exeter, les gens d'Irlande, pour comprendre pourquoi ces gens qui travaillent beaucoup plus que nous, parce qu'il fait sans doute plus mauvais, ont imaginé la directive cadre de l'eau qui s'impose aujourd'hui dans l'esprit de ce qui doit être fait avec l'eau. Et donc là, Laurence Couldrick vient de m'envoyer un email avec un lien avec les castors qu'ils sont en train de mettre en place pour faire des lacs collinaires fabriqués par des castors, pas par des tracteurs chenilles, mais avec le même but. Donc, ce travail m'amène aujourd'hui à vous présenter une brève introduction sur le climat, les raisons de ces extrêmes climatiques et à quoi il faut imaginer, des perspectives pour d'ici 2040, quelque chose de très près qui va arriver très vite, et surtout, je vais parler de solutions d'adaptation basées sur l'eau et le végétal. Et l'eau et le végétal, vous connaissez, et c'est ce qui me permet d'affirmer que vous êtes les maîtres de l'eau verte. Et de cette eau verte dont je vais vous parler, et dont beaucoup d'administrations en France, en Europe, ne parlent pas suffisamment. Donc le réchauffement climatique, pour moi, c'est quelque chose qui est là, entre les températures maximales que l'on avait, il faut que j'apprenne à m'en servir, que l'on avait dans les années 60, et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On a déjà 5 degrés d'augmentation entre les années 60, les températures maximales, et aujourd'hui, on est passé en moyenne de 16 degrés pour les maximales à 21 degrés. Donc ce changement, il est bien présent, il est encore plus visible sur les continents, il est lié à notre utilisation d'énergie fossile, et on ne va pas s'arrêter d'utiliser de l'énergie fossile, j'en suis certain, dans les 30 ans qui vont continuer, on va continuer à l'utiliser. Par contre, on pourra peut-être la transformer, j'en parlerai peut-être à la fin. Quelque chose qu'on a vérifié, c'est qu'en moyenne, la température augmente de 0,5 degrés tous les 10 ans. C'est une moyenne, hein. Vous avez vu juste avant, il y a des fluctuations, et puis on prend la moyenne, la normale, mais 0,5 degrés, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire froid, ça ne veut pas dire que les descentes froides n'existeront pas. Par contre, si on regarde ce moyen d'observer le nombre de jours où il fait plus de 30 degrés, donc c'est à Agen, et puis 35 degrés, on voit qu'avant, en 64, quand j'étais petit, que j'allais jouer au bord de la mare, ou en 76, quand on a eu l'impôt sécheresse, il fallait qu'il fasse sec pour qu'il fasse chaud. Aujourd'hui, quelles que soient quasiment les années, il fait chaud alors qu'il pleut normalement. Certes, l'année dernière, 2021, a été une année relativement pluvieuse pendant l'été et on a eu moins chaud. Donc pour moi, j'ai la preuve que quand plau, fa pas scout. Donc on a vraiment ce lien entre eau et température qui est important et sur lequel j'espère que je vous donnerai des arguments pour vous faire reconnaître. Ça, c'est une carte de température du Lot-et-Garonne prise par Landsat. Il est 12h30 le 12 juillet cet été. Et on voit des températures dans les Landes, sur les sables où il y a des sols nus. Il fait plus de 45 degrés au sol. Au même moment, on a des champs qui sont à des températures autour de 34, 38. Et bien sûr, là où il y a de l'eau, les gravières sont à 26 degrés. Donc, en fonction de l'endroit où on va vivre, sur Agen, on a des températures qui sont à 40 degrés. Et là, je vous l'agrandirai, il y a un champ de maïs où on n'est qu'à 30 degrés. Ces différences de température, on ne s'en rend pas compte, mais elles vont être pour moi... pour moi, ça m'a permis d'avoir la force de résister à ceux qui nous disent « Eh bien, on a un problème de qualité dans la Garonne, on va faire en sorte qu'il y ait davantage d'eau pendant l'été, on va demander aux agriculteurs de faire du blé plutôt que du maïs ou du sorgho ou du tournesol, tout simplement. Sauf que si on fait ça, on va se retrouver avec plein de champs chauds pendant l'été. Et ce n'est pas 5 degrés qu'on aura, ça sera 7 à 8. Et donc, ça voudra dire que ça va pousser de l'air chaud encore plus sur les villes qui seront à côté.
avec l'autokebuffon qui amène de l'air chaud et qui fera qu'on sera inconfort, on aura besoin de davantage d'énergie, et de l'énergie peut-être fossile ou nucléaire, pour faire baisser la température de ceux qui auront les moyens de se la payer. Alors que si on aide les agriculteurs à créer ce que je dirais tout à l'heure de l'eau verte, eh bien, on a la possibilité d'améliorer le confort de tout le monde tout en produisant des choses à manger. Alors, on est mal placé dans le sud-ouest parce qu'on a chaud, parce qu'on a les Pyrénées et l'Espagne. Quand de l'air chaud qui est passé sur l'océan froid ici, donc il ne s'est pas humidifié, toute cette partie, il y a des courants froids, donc quand il y a de l'air relativement chaud qui passe au-dessus, ça ne s'humidifie pas, ça reste sec. Ça reste sec, ça passe sur l'Espagne. Si l'Espagne a de l'eau, c'est bien. Si elle n'a pas eu de pluie pendant le printemps, on va avoir encore plus chaud. Et on arrive sur les Pyrénées, où là, on a l'effet de fun, qui se produit la même chose à la Montagne Noire. Cette air, avec un peu d'humidité, est obligé de monter, il se refroidit, une partie de l'humidité va se condenser, va faire de la pluie. Il pleuvra du côté de Saissac, alors qu'à Revel, on a l'effet du vent d'OTAN avec l'air qui se comprime et on a l'effet de fun qui nous réchauffe et qui assèche ce côté. Eh bien, tout cet été, on a eu jusqu'au début novembre ces conditions qui ont touché notre région et qui ont touché notre région avec quelque chose. Je me souviens, il y a 10 ans, les climato-sceptiques disaient « c'est des conneries tout ça, le Gulf Stream, il va s'arrêter et il va faire froid ». C'était un travail des Allemands et de ce monsieur Stefan Rahmstorf. Il était à Barcelone il y a quelques mois, quelques semaines, et il a montré son travail dans lequel on voit bien qu'effectivement, le Groenland, où il y a la glace qui fond, libère de l'eau douce. Cette eau douce reste en surface, refroidit cette zone où le Gulf Stream passe, mais le Gulf Stream, il va faire le tour par convection. On est obligé, si on a du froid ici et du chaud là, à des moments, ça doit se mélanger. Et cette eau froide ressort ensuite au large du Portugal. Et donc ça favorise l'installation de ce qu'on appelle des dépressions, qui sont ici, d'un anticyclone qui sont là, et qui ramènent cette air plus ou moins sec sur nos régions-là. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les 20 ans qui viennent, va se produire peut-être plus régulièrement. Et donc, durant ces épisodes-là, on a des écarts au normal, des températures qui sont des anomalies de température largement supérieures. Et on voit ça, c'était le 18 octobre, et on voit que le 18 octobre, on avait presque 8 degrés de plus que la normale. On avait eu un peu froid en septembre durant cette période-là, et puis tout le reste a été beaucoup plus chaud. Et donc ces conditions qui ont fait qu'on n'a pas dépensé le gaz de la Poutine qu'on avait stocké un peu, mais qui maintenant va faire défaut, ces conditions, quand elles se produisent en plein été, au mois de juin, juillet, et qu'il fait encore plus chaud, les végétaux ont besoin encore plus d'eau que ce qui est nécessaire. Et donc, mon collègue Patrick Debert nous avait fait en 2014 la prévision pour les 20 années qui suivent, et là je lui ai redemandé de nous la refaire. Et donc on voit qu'on a une constante qui devrait apparaître, qui fera qu'un jour, on aura 2 jours sur 3 plus de 30 degrés, et on sera à 35 degrés comme mon père était dans les années 60. Ça veut dire 5 degrés ou plus, ça veut dire des végétaux qui vont avoir besoin de plus d'eau. Et donc, on n'est pas prêt pour ça. Tout ce qui a été fait depuis 20 ans ne nous a pas préparés à cette adaptation majeure vis-à-vis de ces contraintes climatiques. Pourtant, je l'affirme en regardant les pluies qui sont tombées sur Agen depuis 1891, qu'on a retrouvées, que Météo France aussi possède pour certains endroits, voilà les pluies recueillies entre un minimum autour de 300 et un maximum vers 1300, avec des fluctuations. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 50 dernières années, on a quelque chose qui est relativement stable, même s'il y avait eu des sécheresses, même si en 2021-22, on a eu des sécheresses, l'année agricole commence au mois d'octobre, on voit qu'on a des situations, là c'est
un météorite qui en Sibérie a explosé, au-dessus de la Sibérie, qui a mis de la poussière sur l'atmosphère de toute la planète, et la planète, du coup, s'est refroidie. Comme la vapeur d'eau qui était dans l'atmosphère ne pouvait plus être contenue à l'état de vapeur, une grande partie a précipité, et on a eu des années dramatiques pour l'agriculture. Récemment, de 91 à 94, on a eu le Pinatubo qui a explosé, et en Lot-et-Garonne, on avait eu beaucoup de grêle à ce moment-là, avec des pluies importantes. Cette partie-là, 58-59, on peut se poser la question de toutes les bombes atomiques qui ont libéré des poussières et qui ont pu peut-être générer ces pluies. Et bien sûr, il y a des sécheresses alternantes. Et on a eu la chance que la sécheresse de cette année se soit produite juste après une année très pluvieuse, qui avait mis de l'eau dans les sols, dans les nappes, dans les bois. Même si les glaciers ont disparu, on a eu cette chance-là. Par contre, si l'année prochaine, si cet hiver, on n'a pas 400 mm, l'an Québec, on sera sans doute embêté. Et bien sûr, je ne sais pas du tout ce qui se passera. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a la chance dans les pays tempérés d'avoir cette énergie, cette eau bleue qui nous tombe sur la tête et qui est relativement stable au cours du temps et dont il faut savoir profiter. Parce que je vous l'ai dit, plus c'est sec, plus c'est chaud. Voilà en haut 2022, 2003, et on a 2021 où il était tombé 300 mm, je crois que c'est entre le mois de mai et août, donc plus il pleut pendant cette période, moins il y a de journées chaudes, et inversement. Là, il y a un lien de cause à effet évident. Par contre, ce qui semble aussi évident, c'est que ces pluies deviennent beaucoup plus méditerranéennes, avec des abats d'eau importants que les sols ne peuvent pas absorber. On se rend compte qu'à peu près 10% des jours de pluie produisent 50% des cumuls de pluie. Ça veut dire que sur ces 10-15 jours, il faut être prêt pour pas que l'eau parte trop vite, pour qu'elle soit freinée et qu'elle reste disponible. Parce que ce n'est pas le tout de dire « il pleut assez », mais est-ce que j'ai de l'eau au moment où j'en ai besoin ? Et donc, il faut travailler sur ce problème de ruissellement des sols qui ne peuvent pas absorber toutes ces pluies qui tombent lorsqu'elles dépassent, mettons, 20 ou 30 mm. L'intérêt d'en discuter avec vos cousins à Noël et ceux qui viennent de la ville, c'est de leur dire « réfléchissez, en 2021, on a eu pas mal de pluie, l'été a été pour nous pourri, les tomates ont été malades au jardin. Par contre, cette année, les tomates, on les a gardées jusqu'à la fin, jusqu'au début novembre. Cependant, il a fait chaud en 2022. On a eu des journées à presque 40 degrés, alors que l'année précédente, on ne les a pas eues. La différence des deux, c'est de l'eau. C'est 300, 200 mm de différence entre les deux. Peut-être que moi je vous ai montré des choses sur Agen, sur le Lot-et-Garonne, que je connais bien. Sachez que Météo France, dans ce lien Météo France Climat Diag commune, vient de publier pour chacune de vos communes l'information de cette climatologie et de cette évolution probable jusqu'en 2050. Donc Climat Diag, recherchez, vous trouverez cette information que je viens de vous présenter pour Agen. Et donc, pour nous, nous prévoyons des cumuls de pluie variables, avec des pluies abondantes, qui font que nous, je ne sais pas bien sûr l'impact d'un météore qui risque de tomber ou d'un volcan, mais on peut être sûr que de l'eau va nous en tomber sur la tête. Cette eau qui nous tombe sur la tête, c'est les précipitations, c'est 100% par exemple d'eau qui nous tombe dessus. Ce n'est que 16% qui ruisselle dans les rivières. Et tout le débat sur l'eau, avec ceux qui s'opposent au stockage de l'eau, de ceux qui veulent utiliser cette eau, repose sur le fait qu'il n'y a que 16% qui circulent. Il y en a à peu près 20% qui va dans les nappes, dans les sols, qui va réalimenter les nappes et qui va permettre de faire fonctionner les puits, les forages et autres. Par contre, personne ne parle, et c'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui,
pour que vous en parliez au maximum, personne ne parle de ce qui s'évapotranspire, qui représente 60% de l'eau qui circule dans le cycle de l'eau. Et cette eau, on l'appelle l'eau verte. L'eau verte qui s'évapore des sols et des plantes et qui sert à provoquer de la pluie, elle représente le 2/3 des flux globaux. C'est cette eau verte qui est prise par le capteur solaire qui est la plante, qui va aspirer cette eau pour l'évapotranspirer en altitude et qui va faire baisser la température. Je vous le montrerai, 50% de l'énergie solaire qui a servi à pomper l'eau et à faire des cellules, eh bien, va faire du frais. Alors que l'eau bleue, celle dont on parle, qu'on mesure avec nos pluviomètres, celle qui circule dans les rivières, ne représente qu'un tiers des flux globaux. Et c'est normal qu'on se préoccupe de ça, mais c'est anormal qu'on ne parle pas de cela. L'eau verte, au mois de mars, je ne savais pas ce que ça a été. J'ai lu une publication américaine qui en parlait. Et depuis, je partage ce mot avec vous parce qu'il est très porteur et il va nous aider. Plus que les eaux grises qui, pour certains, sont une solution, alors que pour moi, à Gênes, 30 000 habitants, on va pouvoir irriguer 20 hectares. Si on stocke l'eau, on pourra peut-être en irriguer 50. Donc l'eau grise est une solution, entre parenthèses, bobo. Ce n'est pas la solution qui va permettre d'avoir suffisamment d'eau verte pour avoir un climat qui ne réchauffera pas de 5 degrés, mais simplement de 1 ou 2. Le principe est simple, et je crois que je vais vous demander de me passer de l'eau, parce que moi, je vois que j'évapotranspire beaucoup. Merci, c'est bon. Donc, vous avez compris ce principe que vous connaissez tous, c'est que quand les plantes consomment de l'eau liquide, plus les éléments minéraux, c'est apporté dans la plante, ça s'évapotranspire, la transpiration transforme plus de 50% de l'énergie solaire qui arrive, comme ici dans une zone humide, pour rafraîchir l'air en dessous. Alors là, je préfère que ce soit un arbre ou que ce soit du maïs qui est au-dessus de moi plutôt que de l'herbe. Parce que l'herbe, ça climatise les tops, mais nous, ça ne nous climatise pas trop. Donc tous ceux qui proposent de rafraîchir le sol, c'est bien pour nos chevilles. Pour la partie supérieure, je préfère que ça descende d'un toit végétalisé, par exemple, ou d'un arbre. Donc les arboriculteurs sont plus privilégiés que celui qui fait du soja, par exemple. Sauf que quand le vent passe dessus, on a les mêmes phénomènes. Et donc, favorisons les zones humides. Les agences en parlent des zones humides, mais sur des surfaces tellement petites qu'elles n'auront aucun impact. Alors que vous, avec tous les champs que vous avez, vous aurez un impact si vous êtes aidé pour augmenter les surfaces vertes. En 2006, par là, on s'est dit, avec mon président et les administrateurs, on est trop isolés au niveau des agriculteurs. Il faut que ce que l'on a appris, on le partage avec les gens de la ville. Et du coup, ça a mis un certain temps, mais en 2014, on a créé un cluster qui s'appelle Eau et Climat, que je préside, et qui a tenté de décrire aux gens de la ville qu'aujourd'hui, alors qu'ils critiquent l'agriculture pour vouloir stocker de l'eau ou autre, eh bien, sur les 100% d'eau qui leur tombe sur la tête, presque 80% ruissellent. Les seules réalimentations des nappes souterraines qui sont en dessous, c'est les fuites du réseau d'assainissement. Donc, tout est imperméable, tout part. Et donc, du coup, le rafraîchissement naturel d'une ville, c'est de l'ordre de 10%. Ce n'est pas vrai à Barcelone, ce n'est pas vrai en Espagne, ce n'est pas vrai dans les pays arabes où ils ont gardé l'arbre comme un élément essentiel de ce fonctionnement. Rome également a beaucoup d'arbres. Les villes méditerranéennes ont ça. Amsterdam a des murs noirs. Donc, on a cet antagonisme entre le nord et le sud qui se retrouve ici. Et donc, tout à l'heure, je vous ai montré des images. Voilà une image thermique d'Agen. Ça, c'est une zone industrielle. Ça, c'est le mine. Ça, ce sont des zones de commerce. Et puis, ça, c'est un champ de maïs. Et puis ici également. Donc, on voit les différences de température importantes. J'avais un collègue au début des années 2000 à qui je parlais de ça, mais je doutais un peu de ce que je voyais,
qui me disait, c'est des conneries ça. Je lui dis, mais mesure. Et donc, il a mis un thermomètre dans un chaume et puis dans le verger. Et il est revenu, ah ouais, je ne pensais pas que ce soit aussi important. Et donc, parlez-en à des gens qui sont en vélo, en moto, à pied. Quand ils passent à l'endroit où vous avez arrosé avec le maïs et que vous avez mouillé la route, eh bien, il fait 3-5 degrés de moins que si c'est un chaume, et même davantage, à côté. Donc, ils devraient vous remercier pour ça, au lieu de vous critiquer. Au mois de mai, en 2010, on a ici des champs chauds, et puis ici un champ froid. Ce champ froid, eh bien, quelques mois après, ici c'est frais, et là c'est chaud. Là c'est un chaume, là c'est des maïs, et c'est des tournesols certainement. Donc on voit qu'on peut jouer sur le fonctionnement thermique en réduisant les potentiels. Alors bien sûr, on ne peut pas changer la position des anticyclones, ni celle des dépressions. Un anticyclone, c'est quoi? C'est de l'air qui nous descend d'altitude, qui était froid, à moins 50, qui contient très peu de vapeur d'eau, et qui, au fur et à mesure, se comprime, se réchauffe, arrive, et toute l'eau verte qui pourrait lui monter dessus est dissipée, sert à humidifier. Par contre, une fois que cet air est humidifié, il peut arriver sur une zone de dépression où d'un seul coup, la pression étant plus basse, cet air chaud et humide rempli d'eau verte est plus léger, va monter et en montant va se refroidir pour se condenser, pour faire de la pluie. Donc, quand on a la chance de vivre alterné entre les deux, une semaine comme ça, 3 jours comme ça, c'est idéal. Mais la réalité est vraiment différente et on doit la supporter avec des moments où on va avoir des pluies importantes. Quand le flux arrive du nord-ouest, on a de l'air froid qui passe sur de l'eau qui est plus chaude et il y a de l'évaporation. Quand le flux arrive du sud-ouest, ce n'est pas le cas, on a du temps sec. Et donc, il faut profiter des moments où on a ces phénomènes convectifs, où de l'air chaud et humide monte, se condense, un congestus, un cumulonimbus se forme. Dans ce cumulonimbus, il y a des précipitations qui chutent en même temps que de l'air sec de 5000 mètres qui descend, qui va créer comme une charrue qui soulève l'air chaud et instable et humide à l'avant pour régénérer une autre cellule orageuse. Et chaque cellule orageuse a une durée de vie de 20 à 50 minutes, 1 heure maximum. Et chaque cellule va, durant ces périodes-là, fabriquer de la pluie de manière intense. Sachant que ces pluies, Agent au centre, voilà notre radar qui a mesuré ça. On a ici une première cellule, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième. On a des systèmes multicellulaires qui font que là, il va tomber 60 mm, alors que quelques kilomètres à côté, on n'a rien. On pourra même avoir des risques de grêle. Et donc, il faudra penser pendant l'été à interconnecter les lieux à travers le réseau des rivières et autres, parce qu'il y aura des secteurs qui, pendant l'été, resteront chauds parce qu'ils n'auront pas de pluie. L'avantage du sud-ouest, c'est qu'il est à la confluence entre deux zones d'alimentation. Quand on a de l'air qui arrive à s'humidifier et qui rencontre d'autres airs, l'un passe au-dessus de l'autre et on a ces fameux orages cévenols qu'on n'appelle pas cévenols quand ils se produisent ici, mais qui vont produire des pluies très intenses que même Monsieur Pesquet, Thomas Pesquet avait vu. Et là, quel dommage de voir que de la terre est partie avec cette eau. Donc là, c'est vous, votre travail d'agriculteur qui doit réfléchir c'est peut-être le deal avec la ville. Aidez-nous à garder cette eau de manière à ce que l'érosion, la richesse des sols soient préservées. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de connaître, c'est de mesurer. Et depuis 2015, depuis qu'un satellite Sentinelle a des ondes de radar pour traverser les nuages, on calcule et on surveille tout le bassin versant, et aujourd'hui même l'Aveyron en fait partie. Tous ces bassins versants, on repère toutes les parcelles qui, au printemps et à l'automne, vont se retrouver avec un sol
à une pente de plus de 6 degrés et sans culture. Et donc, je sais que Jean-François, il fait de la culture de couverture de sol. Et donc, lui, ces parcelles, elles resteront vertes. Et donc, travailler aussi cette question-là, parce que quand des gens de la ville, j'ai vu ça en Angleterre au moins, voient arriver de l'eau, et je vous montrerai une photo bientôt, eh ben, on râle contre celui qui est responsable de ça. Il faut au contraire montrer qu'on les intéresse, qu'on va dans leur sens. Sachant que la pluie qui tombe en abondance dans ces quelques jours, ces 10 jours, c'est souvent de l'humidité qui arrive presque des tropiques, qui nous arrive dessus pendant la période hivernale, ce qu'on appelle des rivières atmosphériques. Celles-là, il faut les garder. Quand on a des barrages, quand on a des moyens de stocker cette eau, on est gagnant et il va pas falloir les manquer, ces journées-là. Il n'y en a que 10 par an. Parce que ces journées-là, si l'eau ne reste pas dans le sol, on a des phénomènes d'inondation. Ici, c'est la région de Tonnes, de Marmande, qui a été inondée en février 2021 et où nous avons calculé les volumes d'eau. Ça, c'est avec le satellite qu'on a pu mesurer ça, presque en temps réel. Et on a calculé le volume d'eau, 200 millions de mètres cubes avaient débordé. Dans l'ensemble du bassin versant, ça représentait 25 mm d'eau de pluie qui n'avait pas pu s'infiltrer dans les sols, qui avait ruisselé. Comment faire pour augmenter la capacité de nos sols à garder ces 25 mm de pluie? Je ne sais pas le faire encore, mais on travaille dessus. On sait qu'on peut aller jusqu'à 6-7 en mettant du carbone, dont on pourra parler éventuellement. En attendant, grâce à Climalert, nous avons mis en place, et Risque Aquasol, des systèmes pour avertir les mairies, les syndicats d'eau, d'un risque d'inondation. C'est des systèmes à bas coût qui coûtent moins de 2 000 € et qui permettent d'envoyer un risque d'inondation ou d'étiage pendant l'été. Et donc, on mesure la hauteur d'eau, et cette hauteur d'eau, on l'étalonne quand ça commence à déborder, on met en vert, ou quand ça a tout débordé, on met sur la limite rouge. Et donc ça envoie, avec le réseau Climalert, une information par mail ou par SMS, une demi-heure, 1 heure avant, on peut baisser le seuil, de manière à avertir les populations qu'il y a ce risque d'inondation. Un autre phénomène dont peu de personnes parlent, alors qu'il me semble qu'il faudrait qu'on en soit tous conscients, ça ne va pas vous toucher et nous toucher dans notre vie, mais ça touchera ceux qui sont nos petits-enfants, certainement. C'est l'augmentation de la hauteur des mers et d'eau par la fonte des glaces. Glacier des Pyrénées, c'est fini. Les Alpes, ça commence. Le Groenland, c'est en train. Les Andes et l'Himalaya également. Et donc, on peut s'attendre, et les Anglais ont un plan. Toute l'Angleterre, quand c'est dans un lieu qui est le Royaume-Uni, à moins de 3 mètres du niveau de la mer actuelle, on ne construit pas. C'est l'idée des 3 mètres. J'ai posé la question, pourquoi 3 mètres? Et on m'a dit, parce que le barrage sur la Tamise pour protéger Londres est à 3 mètres. Donc ça veut dire que là, on a peut-être un autre argument, qui est celui de dire, si on ne veut pas que les mers continuent à monter avec toute l'eau des glaciers qui est perdue, il faudrait remplacer en eau liquide, dans les continents, les volumes d'eau de glace qu'il y avait avant. Et donc là, on a un autre concept sur le stockage, qui est celui de compenser la glace qui n'est plus dans les Pyrénées par de l'eau à Montbel. De l'eau qui va être liquide, qui ne va plus être solide. Et ça, je l'ai testé en Irlande, où j'étais invité à une conférence de géographes, et je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts cette année à stocker 2 mètres cubes chacun d'eau, en pensant que dans 10 ans, il en faudra 20, et dans 30 ans, il en faudra 200. Et de participer à aider à ce stockage pour ralentir l'écoulement. Alors, je vous dis ça parce que j'ai travaillé en Libye à un moment donné, et que ici, dans cette zone-là,
il y a des zones qui sont à 20 mètres en dessous du niveau de la mer et qui sont des zones qui certainement pourront se remplir d'eau, de mer, en attendant pour ralentir l'augmentation des eaux. Alors, l'Occitanie a tout la partie héros. J'ai fait le travail, moi, pour l'Aquitaine, et on a augmenté de 1 mètre le niveau d'eau. On voit que la centrale nucléaire ici va être un peu embêtée, vers La Rochelle également. Et donc, on se disait en rigolant, bien que c'est qu'à Marmande, un jour, il y aura Marmande plage, et que peut-être Agen remplacera Bordeaux comme capitale de cette région, parce que Bordeaux sera pas au bord de l'eau, mais dans l'eau. Mes premières conclusions, c'est que la ressource en eau bleue, elle est garantie pour longtemps, sous nos latitudes au moins. Et donc, elle va pouvoir assurer nos besoins vitaux et ceux de la biodiversité qui devra s'adapter à une progression des températures de 0,5 degré tous les 10 ans. Certes, la variabilité des pluies s'accroît. On devient plus méditerranéen avec des périodes de sécheresse plus prononcées du fait qu'il fait plus chaud. Et pour garantir les eaux vertes dont j'ai parlé, il faut réduire nos flux de ruissellement lors des épisodes de pluie intense. Il faut favoriser l'infiltration dans les sols, les sous-sols, les zones humides, les lacs, les nappes. Les Anglais et les Danois et les Suédois construisent en ce moment plein de ponds, ils disent, des mares. Et donc j'ai demandé quelle taille de mare, parce que je voyais la mare où on allait faire abreuver les vaches. C'est jusqu'à 10 000 mètres cubes. Donc c'est un petit lac collinaire. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Par contre, les pessimistes ont gagné ces 20 dernières années en disant « il ne va pas pleuvoir assez ». Je me souviens, il y a 15 ans, des publications scientifiques qui affirmaient que dans l'avenir, la pluie allait être moindre. Pour moi, il n'y avait aucune raison scientifique pour dire ça. Au contraire, parce que une atmosphère plus chaude, elle contient davantage de vapeur d'eau, il doit y avoir plus de pluie. Et puis, c'est vrai que très peu de personnes se sentent concernées par le stockage de l'eau de pluie. Pourtant, c'est notre ressource la plus durable qui soit, quoique variable. Les agences de l'eau et puis notre gouvernement, dans les années 2003-2006, ont travaillé sur l'adaptation de la directive cadre de l'eau européenne à notre propre législation. Avec Daniel Soulage, qui était député du Lot-et-Garonne, j'ai travaillé pour expliquer qu'il fallait garder la possibilité de stocker de l'eau alors que tout ça, ça allait être éliminé. Je me souviens un soir, Daniel Soulage me dit « Ah, cet après-midi, c'était intéressant, parce que le sénateur écologique m'a dit « Je suis d'accord à condition que ce ne soit pas pour du maïs ». Et puis le texte de leur débat a été transmis aux députés et toute cette partie-là a été éliminée. Ça veut dire qu'à l'intérieur des structures, il y a des gens qui se supposent plus intelligents que les autres pour éliminer ce qu'est un débat démocratique. Et donc c'est ce que j'ai vu à plusieurs endroits. Et face à ça, il faut savoir que ça existe et il faut avoir des arguments qui tiennent la route. Or, il y a 2 mois, on disait au conseil d'administration il faudrait travailler cette question de la loi sur l'eau, de la directive cadre de l'eau, pour voir. Et là, on a embauché au mois de septembre un jeune, Thomas Garde, qui est venu pour peut-être un jour me remplacer, j'espère. Et il nous a dit, mais attention, dans la loi telle qu'elle est, il y a un article L211.e, etc., qui dit les dispositions des chapitres 1.1, les adaptations nécessaires au changement climatique. Ça a été en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Et il y a un alinéa 5 bis, la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières et de subvenir aux besoins des populations locales. Cet alinéa, et ça, on ne me l'avait jamais dit quand je rencontre des gens qui sont cependant des fonctionnaires qui devraient nous présenter cela. Donc, Madame Pujol, prenez ça et demandez à l'agence où est-ce qu'ils ont mis cela, vérifiez cela. L'eau est l'affaire de toutes et de tous. Les citadins ne doivent plus rester indécis
car cela retarde les actions d'adaptation. Le fait qu'ils disent rien font que celui qui crie le plus a sans doute raison. Alors que vous, le monde agricole, on est en avance sur l'adaptation. C'est pour ça qu'on a créé le cluster eau et climat pour rassembler, on est à peu près 50 membres, et on se réunit il y a quelques années, on fait nous la COP 47. Alors je vous propose de faire la COP 31, la COP 11, la COP 12. Faites en sorte. Et les jeunes étudiants qui étaient là nous ont dit, oui, le slogan pourrait être « ville végétale, ville désirable ». Ça, c'est la terrasse végétalisée que j'ai devant les yeux quand je me lève. J'ai demandé à un copain architecte de me faire un carré en bois avec une terrasse végétalisée pour garder l'eau de pluie et donc améliorer le climat de cette pièce qui est en dessous, où je n'ai pas besoin de chauffage, où je n'ai pas besoin de climatisation, grâce à la terre et l'eau et le végétal qui est au-dessus. Et donc, on dit à ces personnes de la ville, stocker de l'eau au moins 200 mm sur les 750 reçus. Donc si à la ville, il y a un élan pour stocker davantage d'eau, ils vont venir vous voir pour prendre des terrains dans lesquels vous pourrez les aider à faire ça. Le trop-plein doit aller vers la pelouse, les arbres et la nappe en hiver. Voilà ce que font les Suisses et qu'ils prévoient dans leur carton, c'est faire en sorte que l'eau aille sur des mares de manière à s'infiltrer en profondeur. Eh bien, ma coiffeuse m'a dit qu'elle n'avait pas pu faire ça cet été dans le terrain qu'elle a. C'est interdit. Et je ne comprends pas cette interdiction. En fait, c'est une interprétation d'une personne qui prétend en savoir plus que ce qu'il faut savoir faire pour s'adapter au climat. Et donc, faire en sorte que ces mares puissent être à fond perdu, éventuellement, pour réalimenter les nappes, c'est des choses qui me paraissent importantes. L'autre solution, c'est ralentir les écoulements de pluie vers l'océan pour réduire les phénomènes d'érosion, stocker l'équivalent des besoins à venir des plantes et le sous-sol et préserver les écosystèmes. Voilà l'image dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'eau qui circule dans une route qui est sortie des champs en Angleterre, mais on le voit ici, ça remplit les fossés de vases, de boue, il faut aller curer, ça coûte à la mairie alors qu'il suffirait d'avoir peut-être des champs couverts d'une végétation à ce moment-là. Est-ce que la PAC va nous aider à mettre en place des systèmes qui nous permettront de réduire les flux de ruissellement? Jusqu'à présent, on y est très peu arrivé. C'est vraiment du volontariat de chacun pour faire ça, pour ralentir. Quand on voit qu'on pourrait, dans les fossés, au lieu de les curer, faire des petits barrages pour que l'eau stagne et qu'elle s'infiltre, et qu'on nous dit « Ah non, ça, c'est pas possible. Le fossé, il faut surtout pas toucher le fond. » Alors que parfois, on le curerait de 30 cm, on serait au niveau de la nappe et l'eau s'infiltrerait directement dans la nappe. Autre chose qu'il faut faire, quand j'étais enfant, on a remembré. Et bien maintenant, je dis souvent, il faut remembrer, c'est-à-dire mettre des membres à cette terre avec des arbres, mais des arbres qu'il faut penser irriguer. Quand vous plantez une haie, pensez à mettre 2 lignes de goutteurs et une ressource en eau, parce que ces arbres, ils vont consommer 100 litres, 200 litres d'eau par jour. C'est de la fraîcheur, et c'est la fraîcheur qui ira sur les animaux à côté, qui ira sur les champs, qui ira chez vos voisins de la ville qui sont venus habiter à côté de chez vous, à qui vous pourrez dire, eh bien, grâce à l'ombre, mais surtout grâce à l'évapotranspiration, vous avez un confort qui est assuré, vous avez moins besoin d'utiliser la clim chez vous. Et bien entendu, pour éviter ces phénomènes-là qui se produisent de plus en plus souvent, l'arbre, le végétal, c'est un climatiseur, c'est un évapotranspireur, et c'est par hectare, beaucoup plus que du maïs, hein, ça peut être jusqu'à 100 mètres cubes d'eau qui s'évaporent par hectare et par jour, et qui servent donc à travers cette eau à faire baisser les températures et à créer les conditions pour faire de la pluie. En 2012 ou 2013, avec le GIE Thématico, au niveau Lot-et-Garonne, coopérative, tous ceux qui utilisent de l'eau se sont mis ensemble, ont créé un GIE. L'idée simple, c'est de voir comment on peut mieux se défendre ensemble pour faire du lobbying,
parce qu'il faut faire du lobbying, mais ce n'est pas un mot péjoratif, il faut arriver, et c'est ce que je fais ici aujourd'hui avec vous, pour convaincre des gens. Voilà une image satellite de la plaine du Tolza, pas loin du lac de Caussade d'ailleurs, et qui a des températures, vous voyez, très différentes. Quand on fait l'analyse et on regarde la température à 12h30, donc elle va être encore plus importante à 16h ou 17h, on voit que les forêts, les oléagineux, les maïs, tournesols sont autour de 26 degrés. Alors qu'à cette date donc de 9 août, blé, orge, colza sont donc 8 degrés de plus ou 7,5 degrés de plus. Est-ce que c'est ça que ceux qui nous disent qu'il faut faire une agriculture d'hiver et laisser les champs secs pendant l'été, est-ce que c'est ça qu'ils veulent, 8 degrés de plus de température? Parce que le vent, quand il passe dessus, il ne monte pas, il continuera vers la ville à côté. Est-ce que le meilleur capteur solaire, ce n'est pas le maïs? Je crois que c'est lui. Et donc, n'hésitez pas à défendre des choses que vous connaissez et que les gens de la ville ne connaissent pas. Moi, je m'amuse à dire que quand j'étais au Canada, je n'entendais pas l'accent du sud-ouest dans les Canadiens. J'entendais que l'accent du centre de la France et du nord de la France. Un centre et nord de la France où il y avait eu des famines qui ont poussé les gens à partir. Ça veut dire que dans le sud-ouest, on n'a pas eu de famine. Et je me souviens que quand j'étais petit, quand il y avait eu de la grêle sur les blés, papa semait davantage de maïs pour faire du millat que j'aimais pas trop. Mais c'est bien le maïs qui nous a sauvés des famines et qui a fait qu'on est resté ici, qu'on n'est pas parti. C'est le maïs qui a quand même, dans toute l'Amérique du Sud, permis des civilisations. Pourquoi aujourd'hui est-il dénigré à ce point-là? Une autre anecdote, la mairie d'Agen réunit son conseil, et je viens faire cette présentation. Et puis à la fin, la responsable écologiste, que je connais un peu, dit « Je suis d'accord à 90% avec M. Berthoumieux ». Et donc j'ai voulu savoir, et les 10%, c'est le maïs. Donc déjà, on s'est rapproché dans tout ce qu'on a dit, et aujourd'hui, ils défendent par exemple des idées de stockage. Alors, quelque chose au niveau de l'eau, j'ai compris qu'il y avait des vignerons aussi et des arboriculteurs cet été, et qui peut être un levier donc d'adaptation. Au mois de juillet, j'étais dans le Médoc, vers Listrac et Moulis, et on regardait des images thermiques que l'on avait prises la nuit de gel du 4 avril, à 3000 mètres. On est passé avec un avion, une caméra infrarouge, pour voir les différences de température, parce qu'on voulait comprendre où se font les écoulements d'air froid, comment les systèmes de lutte fonctionnent. Et on a vu ces 4 parcelles ici de vignes, qui avaient une quinzaine d'années, toutes a priori pareilles, sauf qu'il y en avait une qui était descendue à -1, alors que celle à côté vers -4, et l'autre à -1 de nouveau. Donc je demandais aux propriétaires ou aux chefs de culture quelle était la raison. La seule raison qu'ils ont trouvée au bout de 10 minutes, c'est que ici, c'était drainé, alors que là et là, ce n'était pas drainé. Donc l'eau est un moyen pour lutter contre le gel de manière passive. Je savais lutter contre le gel avec de l'aspersion, mais là, on a quelque chose d'intéressant qui montre que l'eau peut être, au mois de mars-avril, une ressource nécessaire pour protéger contre le gel. Et quand on aura mis les moyens pour le gel, ce sera des pompes et des tuyaux qui serviront pendant l'été quand il y a une poussée chaude de sud pour d'autres choses. Alors, de manière un peu sous forme de boutade, je savais que j'ai vu des vignobles avec du glyphosate qui étaient moins gélifs que les vignes enherbées. 3 à 4 degrés de différence entre les deux. Cependant, ici, une solution, dans cette parcelle, même type de parcelle, ici on est autour de -1, alors que là-bas il fait déjà -4. La seule différence, c'est ici il y avait eu des moutons. Les moutons avaient mangé l'herbe, l'herbe n'avait pas aspiré l'eau du sol, et du coup le sol était resté humide, et pendant la nuit il remonte 100 watts par mètre carré, alors que du côté enherbé, l'herbe avait épuisé le sol de son eau, parce qu'il avait fait sec depuis 3 semaines, et donc, on a gelé à cet endroit-là. Les lacs.
Nous, depuis 20 ans, un peu plus, on travaille sur les lacs de nouvelle génération. En voilà un qui est à côté au nord d'Agen, près de Lognac. Je suis né à côté de Saint-Ferréol, donc je me suis inspiré de ce que j'ai vu, ce que Riquet avait fait. Et déjà, ce que nous avons vérifié en travaillant avec des pêcheurs, avec la Fédération de pêche, des écologistes, il m'arrivait d'être dans une salle, d'aller voir d'un côté la Chambre d'agriculture et le syndicat FNSEA, et puis revenir dans une autre salle pour discuter avec les pêcheurs, les représentants de la CEPANLOG et autres. Mais ça nous a permis de dialoguer et d'aboutir à l'idée simple. Quand je fais un lac avec une digue, et si je libère l'eau du fond du lac, il y a une stratification thermique qui fait que l'eau du fond, qui est froide et sans oxygène, à partir du mois fin juin, début juillet, il n'y a plus d'oxygène. Ça veut dire que toute l'eau qui circule ici, elle tue tout ce qu'il y a, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Il faudra plusieurs cascades pour réoxygéner, plusieurs kilomètres. Alors que si, comme l'avait fait Riquet avec sa petite pyramide, on va chercher l'eau là où il y a de l'oxygène, on a de suite les poissons qui sont contents. Et donc, un lien avec les pêcheurs qui s'améliore pas mal. D'autre part, ici, on se rend compte que dans un lac classique, il y a toujours des sédiments qui arrivent, surtout s'il y a des bassins versants avec des parcelles, avec des pentes supérieures à 6 degrés, avec des sols nus. Donc, on a décidé de faire un bassin de décantation de manière, avec une petite digue, de manière à ce que les sédiments restent ici et permettent de curer cette partie-là et d'avoir une eau de très bonne qualité à l'intérieur. Une eau qu'il serait facile de transformer en eau potable. Et donc, on a fait des mesures, on y a été en bateau, on a regardé à quel endroit était la température, le pH. On a donc vérifié tout ça et on voit que jusqu'à 3 mètres de profondeur, on a de l'oxygène, on a des températures qui sont bonnes. Et surtout, ce qu'on a pu vérifier, c'est que les nitrates, ça je ne le savais pas, que les nitrates qui arrivent ici dans la rivière, eh bien, on a au fond ici des bactéries anaérobies qui mangent la partie oxygène des nitrates, qui libèrent de l'azote, et du coup ici, on a moins de nitrates en sortie. Donc les mares peuvent être un piège à nitrates. Et donc il faut, vendre l'idée de mettons des bassins de décantation pour améliorer la qualité de l'eau, même si en amont, j'ai perdu de l'azote par un champ qui est parti. Donc, on utilise l'azote, mais on ne peut pas toujours la gérer. Derrière, mettons des systèmes basés sur la nature qui vont réduire ce problème-là. Et donc, voilà le barrage. Je vous l'ai dit, je fais du planeur, donc cet été, j'ai pu voir. Le barrage est ici. Le radeau du système de prélèvement à hauteur variable est ici. Il faut des fois changer. On a laissé une île et le bassin de décantation est juste en amont avec sans doute des arbres qui limitent l'évaporation de ce lac et qui permettent d'avoir une eau d'excellente qualité. Par contre, ce dont j'ai peur sur les barrages, c'est les cyanobactéries. Et ça reste quelque chose de vraiment important. Et Antoine Orsini, qu'on a invité à notre COP 47, c'est un Corse qu'on a invité, à qui j'ai posé la question suivante. Toi qui réfléchis sur l'indépendance de la Corse au niveau hydrique, au niveau de l'eau, viens nous dire comment on doit faire. Et donc, un de ces messages, ça a été de dire attention, les cyanobactéries. La Sardaigne a des milliards, je crois 6 milliards de stockage d'eau, mais ils ne peuvent pas en utiliser plus de 1 milliard parce qu'il y a des cyanobactéries qui se développent dès que l'eau est calme. Donc il faut travailler sur des mesures préventives, des modèles, des solutions pour vérifier ça. Et puis après, il y a l'évaporation. On nous critique souvent les lacs pour l'évaporation. Je pourrais en parler tout à l'heure en fonction du temps qui restera. Un autre potentiel, c'est dans les nappes.
les nappes, alors, bon. Voilà la vallée de la Garonne, la nappe à l'endroit où on est installé. C'est une nouvelle zone industrielle qui s'est développée. Les archéologues sont venus pour faire vérifier qu'il n'y avait pas d'anciens sites. Et effectivement, ils ont trouvé des sites où il y avait des Celtes qui vivaient, qui avaient des puits. Ils ont trouvé des planches qui dataient de 100 avant Jésus-Christ dans un puits. Et on voit ici des graviers sur une épaisseur de quelques mètres, dans lequel il peut y avoir de l'air ou de l'eau. 15% du volume ici peut être rempli d'eau. Ça veut dire à peu près 2000 mètres cubes par hectare. Puis au-dessus, il y a des sables que la Garonne a laissés, des limons sableux, d'autres limons. Ils ont découvert des lieux de vie il y a des milliers d'années. Ils ont découvert la trace des Néandertals. Bon, ça fait bizarre, mais ils ont vécu dans la vallée de la Garonne à une époque. Et au-dessus, on a de la terre végétale et des limons qui souvent vont être un frein à l'infiltration de l'eau. Et on a pu vérifier que la réalimentation de ces nappes dépend directement des quantités de pluie. Quand il tombe plus de 400 mm pendant l'hiver, les nappes remontent, le puits remonte. Si c'est inférieur, ça restera bas et l'été suivant, ça va baisser beaucoup plus vite. Et donc l'idée simple, c'est plutôt d'attendre que la recharge naturelle se fasse, est-ce qu'on ne peut pas avoir des systèmes de puisards, des systèmes qui vont amener de l'eau de qualité, bien sûr, pas de l'eau polluée, pour réalimenter cela. On a fait une première étude payée par l'Agence de l'eau en 94-15, où on a montré que 3 mois après, 50% de l'eau est disponible. Et donc, partout où vous habitez, où il y a des nappes, sur le Sort, à Revel, il y a des graves, il y a des nappes qui existent. Vous pouvez stocker de l'eau. Alors, je suis allé trop vite. Non. Une fois que vous aurez stocké de l'eau dans des lacs de nouvelle génération, dans les sols, dans les nappes, eh bien, je vous propose de piloter cette irrigation, de piloter les apports d'eau. Et piloter les apports d'eau, pour moi, la solution, c'est des capteurs capacitifs. Ce n'est pas les tensiomètres, je les ai abandonnés en 97-98 parce qu'ils ne permettaient pas de voir quand le sol était à capacité au champ ou à saturation. Ils ne me permettaient pas de voir des choses que je vois en observant une courbe qui est relevée toutes les 12 minutes ou toutes les 30 minutes d'évolution du contenu directement en eau de ce sol, avec les marges de consommation qui apparaissent. Et donc, dans un sol, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai les macroporosités et les microporosités du sol qui sont pleines d'eau, les racines ne peuvent pas absorber l'eau. Je suis en stress hydrique par manque d'air. Et ça, c'est quelque chose que les tensiomètres ne permettent pas de voir. Et ne parlons pas des bilans hydriques théoriques qui sont que théoriques. La réalité est très différente. Quand j'ai commencé à travailler comme technicien irrigation, j'ai pris le bilan hydrique théorique, mais j'ai voulu le comparer en faisant des prélèvements à la tarière. Je pesais la terre, je la séchais 24 heures, je la repesais, ça me donnait le contenu en eau. Et je me suis rendu compte que sur les 100 suivis avec le bilan hydrique, il y en avait 30% qui étaient bons, 30% où je surestimais les besoins en eau et 30% où je me trompais, où il n'y en avait pas assez. Donc, abandonner le bilan hydrique théorique, ne l'utiliser que pour comprendre ce qui se passe, que pour monter des dossiers, mais utiliser des systèmes de mesure qui vont aller directement voir ce qui se passe. On ne pilote pas de manière théorique, on regarde. Et pour regarder, il faut regarder ce qui se passe, à mon sens, dans les racines. C'est ce que j'ai fait toujours et je me rends compte que finalement, on a eu raison de persévérer. Ce n'était pas évident, je n'étais pas agronome, je n'avais pas fait Montpellier, et tout le monde à Montpellier avait, ou à Grignon, ou à Bordeaux, avait cette formation par un maître qui disait ça. Donc, on a persévéré, on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez d'air, et donc ça ne fonctionnait pas, ça ne consomme pas quand il n'y a pas assez d'air.
et on peut ne pas fonctionner pendant 2-3 jours, alors qu'on a cru bien faire de mettre un peu plus d'eau. Il n'y avait que 25 mm de place pour mettre de l'eau et j'en ai mis 35. Eh bien, ces 35, il faudra attendre que ça draine en profondeur ou que ça s'évapore avant que la plante ne recommence à fonctionner. Et donc, ici, on n'a pas assez d'eau et on va, par contre, voir le moment où la plante n'utilise plus d'eau. Un sujet d'avenir pour nous, sur lequel je travaille, c'est celui de stocker davantage d'eau dans les sols. Je vous ai parlé de 5 à 7 mm. Nous pensons y arriver en mettant davantage de carbone. Et ce carbone, on espère, il faudrait l'avoir à moins de 100 € la tonne, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, mais on travaille pour ça. Ce sur quoi on travaille, c'est sur l'idée simple que l'Empire romain avait 1 mètre cube d'eau disponible par habitant et par jour. Aujourd'hui, on est à 0,13% de ça. 136 litres, on nous dit. Donc, est-ce qu'on est plus civilisé que les Romains? Alors que les Romains, sans énergie, juste avec de l'intelligence, sans doute beaucoup d'esclaves, faisaient transiter l'eau des lieux où elle était produite vers les lieux où elle était utilisée. Le patio, c'est vraiment le capteur solaire avec sa pompe qui va chercher l'eau dans la nappe en dessous. À Cordoue, par exemple, j'ai étudié ça avec des chercheurs en écologie là-dessus. Plus de photosynthèse dans la ville, c'est 35% d'évapotranspiration en plus. C'est des gens qui vivent sous les toits qui auront moins chaud, qui n'auront pas besoin d'utiliser de l'énergie solaire. C'est des zones industrielles qui étaient invivables, qui sont transformées aujourd'hui en récupérant l'eau de pluie pour l'alimenter à la nappe, pour que de l'eau de la nappe, on puisse arroser les arbres. Et donc, je terminerai par nos principes que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais que vous puissiez dire également pour Noël à votre famille, à vos amis, c'est appliquer les principes d'une écologie méditerranéenne durable en copiant les anciens qui, durant l'Antiquité, ont su avec intelligence créer les conditions de vie autour de l'eau. C'est stocker de l'eau qui tombe, il faut la stocker de manière intelligente dans des sols, les zones humides, les lacs de nouvelle génération. Il faut recharger les nappes alluviales, utiliser les eaux usées traitées et économiser l'eau. C'est pour ça que achetez-nous des sondes pour économiser cette eau, pour que jusqu'à 33-34 degrés, vous puissiez économiser. Mais quand l'après-vie est du 38 degrés ou du 40 degrés, alors chez moi c'est 33-34, peut-être à Carcassonne ça pourra être 35-36, les Anglais c'est 27 degrés. Eh bien, pour que les jours où la température prévue est plutôt à 38, on utilise cette eau qu'on a économisée, qu'on a stockée, pour limiter la canicule. Pourquoi? Parce que si on évapotranspire cette eau dans les villes et autour, eh bien, on respirera davantage de vapeur d'eau à la place de respirer de l'ozone. Et moi qui deviens vieux maintenant, je préférerais ne pas mourir à cause d'une bronchite en plein été parce que j'aurais respiré de l'ozone. Et donc, je vous l'affirme, il faut 200 mm disponibles pendant l'été pour 4 degrés d'amplitude thermique journalière en moins. On l'avait vu en 2021. Plat merci avec Saint-Ferréol qui m'a guidé et les camarades. Merci Jean-François pour cette présentation complète, très pragmatique, très pédagogique, où derrière des phénomènes scientifiques, vous remettez du pragmatisme et ça nous permet de remettre un peu les pieds sur terre. Et puis je retrouve beaucoup de bon sens paysan dans cette présentation. Profitez donc de Jean-François pour poser quelques questions. J'imagine que sur le climat, ce qu'on a vécu cet été, sur les propos de Jean-François, vous avez quelques interrogations? Oui, Didier. Ça marche pas? Vous m'entendez là? Oui. Oui. On parle actuellement de construction de bassins artificiels en France, là, notamment dans une région, je crois, au-dessous d'Orléans, qui est très contestée actuellement par les écologistes. Je voudrais savoir ce que vous en pensez de ces projets-là.
Il y a 4 ans, la Chambre régionale d'agriculture m'a posé la question et j'ai demandé à un copain, Alain Dupuis, de m'expliquer quelle était la structure, est-ce qu'on pouvait réalimenter les nappes ou pas. C'est des karsts, c'est des calcaires, avec une nappe, avec des puits qui donnent 10-15 mètres cubes heure maximum. Et donc leur idée, ça a été, je prélève dans ces puits pour remplir, pour ensuite pouvoir pomper à un très haut débit pour utiliser les canons enrouleurs et les pivots que l'on connaît. À ce moment-là, je leur ai dit, la solution que je verrai, c'est à chaque puits d'avoir des pompes solaires qui irriguent 1-2 hectares tout autour, pas davantage, et qui, pendant l'hiver, vous faites en sorte de réalimenter les nappes. Et on m'a dit, ça sera le plan B. Et depuis, j'en ai plus entendu parler, mais je pense que l'idée d'être à l'écoute de nos opposants, mais trouvant des solutions qui seront quand même rentables économiquement, est sans doute une nécessité. Demain, je participe à un webinaire sur les pompes solaires, justement pour vérifier si c'est une connerie ou pas. D'autres questions ? Oui. Allô ? Oui, bonjour, monsieur Créa, je suis du Vaucluse, là. Alors, les épisodes cévenol ou méditerranéens, on connaît. On a fait de l'irrigation gravitaire. On utilise l'eau des stations de ski des Alpes. Bon, bien entendu, on nous critique parce qu'on fait du maïs, toujours le maïs. Je ne sais pas ce qu'il a fait celui-là, le maïs. Mais alors, on dit qu'on gaspille de l'eau, etc. Alors qu'on alimente les nappes. Les nappes phréatiques sont plus hautes l'été quand il fait sec que l'hiver. Parce que justement, avec les champs, on irrigue. Donc, l'eau ne se perd pas. Tout ce que vous avez raconté, là, je suis bien d'accord avec ça. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que pour le grand public, on ne communique pas assez. Et ce qui m'ennuie aussi, c'est que ça crée vis-à-vis des politiquement bien corrects, du politiquement correct plutôt, c'est que ça les aide à mettre des taxes. Après, j'ai une autre intervention à faire. On me dit que le réchauffement climatique, ça va dans un sens. Mais moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais tout jeune, comme vous l'avez été, on nous avait dit que du temps des rois de France, au Moyen-Âge, certains avaient des roses au mois de février. On nous a dit aussi qu'au pied du mur Hadrien, les Romains, qui n'avaient pas pu conquérir ce qui est aujourd'hui au-dessus de l'Angleterre, l'Écosse, ils avaient construit le fameux mur Hadrien, puisqu'ils n'avaient pas réussi à conquérir l'Écosse, et au pied du mur Hadrien, ils poussaient de la vigne. Alors, est-ce que ce phénomène-là va se retourner un jour ou voilà. Et ça, je ne suis pas un sceptique, je suis un eurosceptique, c'est un fait. Je suis pas sceptique, climato-sceptique, voilà, excusez-moi. Mais voilà, est-ce que ça pourrait retourner? Parce que ça interpelle quand même. Oui. Merci. Alors, pour le deuxième point, je vous avoue que tout ce que j'étudie, ce que je vois, démontre qu'on pourra certes revenir en arrière. Février 56, ça pourra se reproduire, mais au lieu d'avoir moins 21, on aura moins 18. Il y a eu des moments un peu plus chauds à des moments, c'est vrai, et ça existera toujours. Donc, je suis persuadé que les températures vont continuer à augmenter, et il vaut mieux se dire que ça va arriver pour y être prêt quand on y est déjà dedans. Donc, ne donnons pas prise à tout ce qui peut freiner notre action d'adaptation. Par contre, pour le premier point politique, en 2024, on va élire nos eurodéputés et on va élire des gens qui pourraient avoir et moi je souhaite qu'ils aient une démarche de changer la directive cadre de l'eau pour la rendre plus méditerranéenne. On n'a plus les Anglais qui seront là. Ça veut dire qu'on aura un poids politique des Méditerranéens plus important. Pour arriver à ça, il faut rencontrer d'abord les députés européens actuels qu'on ne connaît pas. Moi, j'avoue que je ne connais pas celui qui nous représente et je souhaite le rencontrer. Je vais aller à Bruxelles le 18 et le 19 avril avec les projets Interreg pour rencontrer ces personnes-là et leur montrer ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une synergie par région pour rencontrer les 2 ou 3 personnes qui ont le plus de chances d'être élus députés européens et qui pourraient nous représenter
pour faire changer la directive cadre de l'eau. Et ça, c'est un travail de lobbying que je vous recommande. J'en parle avec des gens d'Émilie-Romagne, des gens de Murcie, des gens de Necker, c'est au Pays Basque, avec des Portugais, avec des Irlandais. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, avec des gens du Sud-Est, des gens de l'Isère, des gens du Vaucluse, et donc aujourd'hui de l'Occitanie, je vous recommande de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour faire changer cette directive cadre de l'eau. Il nous reste une autre question. Bon, Jean-François, on a un repas qui est un buffet debout, donc ceux qui voudront poser des questions directement à Jean-François pourront le faire durant le déjeuner. En tout cas, applaudir et remercier Jean-François à nouveau, parce que merci pour... tu parlais de lobbying tout à l'heure, et le lobbying, c'est ce que tu viens de faire. Parce que la difficulté, c'est que quand le monde agricole parle lui-même des enjeux de l'eau, on est moins bien écouté que quand c'est des personnes extérieures à l'agriculture, même si tu as tes racines dans le monde agricole. Voilà, c'est quand même important le travail que tu fais de présentation des enjeux de l'eau sur un territoire. Merci Jean-François. Merci.